Bonjour Nadia, Bonjour Pascal. je te remercie très sincèrement d'avoir accepté cet échange un dimanche, puisqu'il fait effectivement beau et qu'il y a peut-être d'autres occupations plus agréables, mais il me paraissait intéressant d'avoir un échange avec toi. C'est pas le premier, j'y reviendrai, mais je souhaitais effectivement parler avec toi autour de ce qu'on pourrait appeler chez nous, ça me paraît évident, mais pas forcément partout, égalité et émancipation, islam politique, immigration, entre le marteau et l'enclume, point d'interrogation. Et avant d'aller plus avant, j'aurais souhaité, Nadia, que tu te présentes en quelques mots, sachant effectivement que la question de la laïcité est vraiment au cœur de ton combat. Alors en quelques mots, me présenter, ça va être difficile. Je sais. Un exercice. Euh, disons que actuellement, je suis conseillère au centre d'études Jean Goll, donc qui est le centre d'études du mouvement réformateur. J'exerce cette activité depuis 2 ans, donc je suis arrivée là suite à des problèmes graves que j'ai eus dans ma haute école pédagogique où j'étais victime de harcèlement, de menaces, etc., suite à la décapitation de Samuel Paty et à la position que j'avais exprimée à l'époque, qui était pourtant une position, je dirais, assez naturelle et allant de soi. Je suis Samuel Paty. Euh, et donc voilà, avant ça, j'avais été enseignante pendant toute ma carrière. En fait, je n'avais jamais rien fait d'autre que d'enseigner. Donc d'abord comme professeur de morale dans l'enseignement secondaire de la ville de Bruxelles et ensuite dans l'enseignement supérieur pédagogique de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc ça, c'est pour mon parcours professionnel. Sur le plan militant, j'ai été active dans pas mal de domaines, puisque j'ai été brièvement, enfin non pas brièvement, quand même quelques années, je pense, militante au sein d'Écolo, mais ça fait longtemps, ça fait 25 ans, je pense, quelque chose comme ça. Puis j'ai été fondatrice du Cercle républicain, que j'ai présidé pendant pas mal d'années. Puis j'ai fondé un mouvement pour l'inscription de la laïcité dans la Constitution belge, qui s'appelait le Rappel. Et parallèlement à ça, j'ai développé toute une activité d'écriture, d'essais, axée essentiellement autour de la laïcité, du féminisme, de la lutte contre l'islam politique, parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est le combat majeur qu'on a à mener en tant que démocrate quand il s'agit de laïcité. Je pense qu'il faut bien reconnaître que le danger, ou en tout cas les plus activistes et les plus nombreux, ce sont les tenants d'un islam fondamentaliste, même si évidemment ils sont toujours bien accompagnés par les chrétiens conservateurs, les plus fondamentalistes. Euh, voilà, je crois qu'en gros, j'ai tout dit enfin j'ai tout dit, je dis l'essentiel de mon parcours. Oui, je te remercie Nadia. C'est vrai que c'est justement du fait de ces différentes casquettes quelque part que j'avais envie de te rejoindre à travers l'actualité, de voir un petit peu ce que tu en pensais pour avoir, je te l'ai dit en off, une sorte de surplomb, avoir une vue un petit peu plus large que ce que l'actualité nous présente et essayer un petit peu d'y voir clair à travers ce qu'on pourrait parfois appeler des faits divers qui n'en sont pas forcément. Et nous avions d'ailleurs déjà eu plusieurs échanges autour de la laïcité. Un premier échange que j'ai vu début 2021, c'était autour du voile, donc au travers de ton livre et toujours ce fichu voile qui était paru chez Duc Pire en juin 2021. Et donc c'est évidemment la question des signes convictionnels dans l'enseignement que nous avions plus particulièrement abordé à ce moment-là. Et puis nous avions eu un second échange, dit c'est quoi la laïcité, autour justement de ton livre La laïcité qui est sorti lui à la Renaissance du livre en septembre 2021. Mhm, Et puis tu as sorti également en 2022, j'ai vu aux éditions Luc Pire, Neutralité ou laïcité, point d'interrogation, la Belgique hésite. Et puis tu vas mhm. sortir tout prochainement, le 26 octobre 2023, j'ai vu, va paraître le livre Woke aux éditions Luc Pire à nouveau. Non, Euh, alors là, je dois rectifier. oui. En fait, ça, c'était le projet initial, mais en fait, les éditions Renaissance. Ah,
Oui, donc en fait, mon prochain livre ne paraîtra pas en fait à la Renaissance du livre. Ça, c'était effectivement le projet initial. Et puis, Ouais. malheureusement, les éditions Luc Pire et Renaissance du livre, enfin, ce qui était un peu la même maison, ont fait faillite, chose que j'ai apprise en été alors que mon manuscrit était terminé. Donc, j'ai dû à ce moment-là trouver un autre éditeur. Et donc, du coup, ça a retardé aussi la publication de ce livre qui ne paraîtra en fait qu'au mois de janvier aux éditions Frédéric Deville. Voilà, Voilà. comme ça, la rectification est Ouais, faite ouais. et c'est important. Donc, je le disais entrée de jeu, Nadia, j'avais souhaité avoir un échange aujourd'hui avec toi, précisément autour de l'actualité de ces derniers mois, notamment, mais l'actualité plus récente encore. Et je songeais évidemment, entre autres, à l'actualité en Belgique, en France et peut-être aussi plus largement en Europe. Et pour commencer, je dirais par le début, à savoir notre petit royaume de Belgique. J'avais pointé pour ma part la question toute récente du Burkini lors de l'ouverture de la piscine à Schaerbeek. La question éventuellement aussi des prières à l'ULB que tu as effectivement pointé tout récemment et qui a également fait débat comme toujours dans l'actualité. La question toute récente aussi de l'éducation sexuelle au sein du guide Avras. Et donc là, il y a de fortes oppositions. On sait même qu'il y a des écoles qui carrément ont été brûlées. Donc c'est quand même assez neuf en Belgique et ça montre à tout le moins certaines tensions. Et puis aussi la question toute récente, de nouveau, on sait que le règlement d'ordre intérieur est extrêmement important par rapport à la question de la neutralité inclusive ou exclusive dans les administrations communales. Et tout récemment, il y a eu à nouveau la question du voile qui s'est invitée, notamment à Molenbeek à travers une échevine. Alors on sait évidemment que auparavant déjà, cette question, je dirais, elle est récurrente. Il y a eu la question du voile à la STIP avec la saga judiciaire que l'on connaît, qui était déjà chroniquée par le passé. Il y a aussi la question, évidemment, que tu connais bien, du voile des étudiantes à la haute école Léo Ferrer, les Francisco étudiants, Ferrer. Francisco Ferrer, pardon, qui ont Oui. effectivement, les étudiants qui ont saisi déjà à l'époque la Cour constitutionnelle. On se retrouve un petit peu dans la même, je dirais, situation avec le Guy Tevras. Il y a également un recours qui a été intenté par Mm. je dirais, des mouvances islamiques auprès de nouveau de la Cour constitutionnelle. Donc, et par rapport à la France, évidemment, il y a la question, je dirais, aussi récurrente et parallèle à ce qui se passe en Belgique de l'abaya en septembre 2023. On sait que c'est évidemment pas neuf puisque déjà à Créteil en 1789, la question s'était également posée Après, oui. pratiquement, oui, dans les mêmes termes. Il y a aussi la question des compétitions évidemment sportives avec le port du voile. Euh, donc par rapport à tous ces éléments-là que je viens de citer, tous ces faits que l'on pourrait entre guillemets qualifier de faits divers, est-ce que toi tu y vois un lien? Et si oui, lequel? Pour essayer justement de comprendre un petit peu d'où ça nous parle et qu'est-ce que ça signifie en termes de clivage, de revendication, de politique qui est le cas échéant à l'œuvre et qui parfois est difficilement décelable, même quand on voit que l'actualité vient nous percuter. Quel est ton regard par rapport à tous ces faits? Oui, je pense que ben, pour moi, ce qui est évident, c'est on est vraiment face à un test qui est posé par rapport à nos institutions, qui sont vraiment, qui prennent l'eau de toutes parts, j'ai envie de dire, ou en tout cas qui sont testées de toutes parts par des fondamentalistes religieux qui accumulent, je dirais, les tentatives de faire modifier la législation en vigueur ou de s'infiltrer dans toutes les brèches qui existent encore aujourd'hui, parce qu'évidemment, tout n'est pas cadenassé. Je veux dire, il y a des choses auxquelles on n'avait jamais pensé. Enfin, je veux dire, bon, par exemple, le fait de devoir imposer un maillot de bain pour aller nager, enfin, pendant des années, ça a été évident. Je veux dire, on va nager en maillot de bain, forcément. Je veux dire, c'est la tenue la plus appropriée. Et donc aujourd'hui, on est obligé de définir ce qu'est une tenue appropriée pour aller dans une piscine publique. Je veux dire, chose qui aurait été inimaginable il y a 10 ou 20 ans. Euh, donc même chose pour d'autres types de tenues que tu as évoquées, comme l'abaya par exemple. Et je pense que, en fait, tous ces exemples que tu as donnés
je dirais, illustre bien ce que je dis depuis très longtemps finalement, hein, qui est que la question du voile, parce qu'en fait c'est un peu ça le point commun entre tous les exemples que tu as donnés, sauf les brasses dont on parlera peut-être après, c'est des questions qui sont à la fois des questions très politiques au sens d'une tentative du religieux de s'immiscer dans la manière dont l'État s'organise. Et là, je pense par exemple à cette échevine voilée à Molenbeek. Et c'est à la fois une question d'égalité homme-femme. Et je pense que c'est important de ne pas mélanger les deux, parce que je pense que selon ce à quoi on a affaire, c'est plutôt l'argument de type laïque qui doit être euh, mobilisé, Ouais. ou plutôt l'argument de type féministe qui doit être mobilisé. Mais en tout état de cause, je veux dire, le fondamentalisme islamiste, lui, fait une association entre les deux. C'est-à-dire qu'il veut à la fois infiltrer le politique et prendre le contrôle sur le corps des femmes. Et le voile est l'explication de ça, ou enfin pas l'explication, pardon, mais plutôt l'exposant de ça. C'est vraiment à ça qu'on a affaire, avec quelque chose qui pour moi est quand même très étonnant. Et là, je pense notamment à l'interview du bourgmestre d'Anderlecht il y a quelques jours dans la presse, qui disait en fait, ben voilà, le voile se banalise, c'est quelque chose qui ne pose plus de problème à la plupart des gens. Et surtout, il ajoutait qu'il faut bien reconnaître, disait-il, que interdire les signes convictionnels est quelque chose qui a des effets discriminants sur les personnes d'origine maghrébine. Et il y avait là un véritable double déni, c'est-à-dire qu'en fait, il ne s'agit pas des personnes d'origine maghrébine, il s'agit des femmes musulmanes. Et ces femmes musulmanes ne sont pas discriminées par la loi, elles sont discriminées par la religion ou par l'interprétation que les fondamentalistes font de cette religion et qui, en fait, conditionnent leur apparition dans l'espace public en disant, voilà, vous pouvez aller nager, vous pouvez travailler, vous pouvez aller à l'école, etc., mais à condition de toujours bien afficher votre islamité. Et donc, en fait, on reprend à notre compte aujourd'hui, de manière de plus en plus fréquente, l'accusation qui nous est faite à nous, sociétés démocratiques, d'être des sociétés discriminantes parce que nos lois, de fait, écartent les femmes musulmanes voilées, évidemment, hein, sous-entendu, mais la plupart ne se donnent même plus la peine de préciser, femmes musulmanes égale femmes musulmanes voilées. Donc, nous sommes accusés de discriminer, alors qu'en fait, nos lois sont des lois parfaitement égalitaires, qui s'adressent à tous, qui disent à tous, il n'est pas question que dans certaines fonctions, pour prendre la fonction publique, vous affichiez vos convictions religieuses. C'est une loi qui vaut pour tout le monde. Et en réalité, si certains ont plus de mal avec cette loi que d'autres, mais c'est pas à cause de nous, c'est à cause en fait de la religion à laquelle ils se soumettent librement, c'est leur droit, mais ça ne devrait pas nous concerner. Nous ne devrions pas nous sentir, nous, gênés aux entournures, et voire même reprendre à notre compte l'accusation qui nous fait finalement battre notre coulpe, hein, parce que c'est à ça qu'on assiste aujourd'hui. C'est de plus en plus à des discours qui disent, oui, voilà, c'est vrai que nous sommes des sociétés certains même jusqu'à dire des sociétés racistes, des sociétés structurellement racistes, islamophobes, etc. La preuve en est que les femmes musulmanes sont encore exclues de nombreux secteurs. Elles sont exclues de rien du tout. On leur demande simplement de se soumettre aux mêmes règles que tous les autres. C'est vrai, Nadia, que parfois, simplement s'exprimer librement sur des sujets qui peuvent être clivants, du coup, ça devient compliqué. On a l'impression que la liberté d'expression passe un peu sous le tapis au profit de la liberté de religion. Mais la question moi, m'interpelle, parce que évidemment, toutes les jeunes filles voilées que l'on peut voir, notamment à Bruxelles, puisque moi je suis bruxellois, ne sont pas évidemment, je dirais, extrémistes. Or, pourtant, on voit effectivement, avec les années qui passent, que quelque part, le voile est de plus en plus visible. C'est-à-dire qu'au départ, elle ne le portait pas, je dirais, majoritairement, et celle qui le portait discrètement. Aujourd'hui, on a des voiles de plus en plus, je dirais, longs et couplés, je dirais, aussi à l'abaya de plus en plus. Donc, pour le coup, c'est extrêmement ostensible. Comment tu expliques, en fait,
cette émergence, je dirais assez visible, flagrante d'un voile qui est de plus en plus quelque part montré comme un étendard. Moi, j'ai un peu du mal parce que ce sont des jeunes filles quelque part qui vont évidemment dans l'enseignement scolaire, qui par ailleurs souvent sont j'ai envie de dire des filles qui mettent leurs atouts aussi en avant. C'est-à-dire que parfois elles sont extrêmement maquillées, elles peuvent être extrêmement, j'ai envie de dire, même sexy, et par ailleurs elles portent des voiles parfois extrêmement colorés ou au contraire parfois extrêmement noirs, et on a parfois un peu l'impression de se retrouver dans un pays musulman où finalement la religion est extrêmement prégnante jusque dans la rue. Oui, mais en fait, moi, je vois deux explications, deux facteurs d'explication qui se combinent. Le premier, c'est que je crois qu'il serait peut-être temps de reconnaître qu'il y a réellement des mouvements fondamentalistes qui sont à l'œuvre aujourd'hui et qui tentent de faire progresser une conception d'islam qui est aux antipodes d'une conception, je dirais, d'un islam moderne qui a existé. Je veux dire, on le sait, enfin, on peut voir facilement sur Internet des photos des femmes musulmanes, que ce soit en Iran, en Algérie ou même en Afghanistan dans les années 60 ou 70. Et ces femmes étaient beaucoup plus semblables aux européennes qu'elles ne le sont aujourd'hui. Donc on sait aujourd'hui, c'est documenté, c'est évident, que les frères musulmans et toute la tendance salafiste ont agi en termes, enfin, comme une force de pénétration vraiment extrêmement efficace en venant, je dirais, rappeler, entre guillemets, mais c'est évidemment pas juste, parce que du point de vue religieux, je pense qu'ils ont tort, mais enfin, je suis évidemment pas spécialiste de l'islam, mais ils sont venus rappeler les fondamentaux, ou ce qu'ils prétendaient être les fondamentaux de l'islam, en accusant finalement ces pays de s'être laissés coloniser par une vision européenne, occidentale, etc., etc. Et cetera. Et donc, ils ont utilisé le moteur du retour aux racines, à ce que nous sommes vraiment, notre spécificité, notre culture, etc. Et malheureusement, ça a marché, ça a fonctionné. Et donc, l'islam moderne qu'on voyait émerger est aujourd'hui complètement minorisé. Et à côté de ça, il y a aussi, je crois, malheureusement, une véritable adhésion de beaucoup de jeunes musulmans au discours selon lequel ils sont stigmatisés et ils sont victimes d'islamophobie dans nos pays. Et donc, je pense que, par exemple, le port de la baya, c'est évident que c'est une façon pour des jeunes filles de défier la société occidentale qu'ils perçoivent comme étant hostile en disant, ah, vous ne voulez pas de moi, ah, vous me refusez tel que je suis dans mon identité, eh bien, je vais venir vous embêter, je vais venir affirmer ma différence, puisque c'est cette différence que vous voulez gommer. Et je pense que ces jeunes filles ne se rendent pas compte qu'en fait, faisant ça, elles ne font rien d'autre que propager ou que contribuer à propager une vision extrêmement rétrograde de l'islam qui n'est certainement pas dans leur intérêt. Parce que si cet islam-là venait à l'emporter, ben, ces filles ne pourraient tout simplement plus aller à l'école et certainement pas travailler par la suite. Mais je crois qu'elles le font pour une part euh, en guise de protestation et de revendication par rapport à une identité qu'elles perçoivent comme une identité qu'on leur dénie. Et donc, je crois qu'il y a vraiment tout un travail de pédagogie à faire, qui consiste à dire qu'en fait, il ne s'agit pas de nier à quiconque le droit d'être qui il est et de croire en ce en quoi il croit, mais que simplement, il y a des lieux de la société qui sont des lieux qui devraient être préservés de l'exposition du religieux. Mais ça, c'est très compliqué à faire entendre aujourd'hui parce que, Mhm. en fait, on a affaire à un discours qui nous vient, je dirais, fort des États-Unis, de quelque chose d'extrêmement, comment dirais-je ça, euh, une façon finalement de considérer les individus comme étant avant tout des clients, des consommateurs et pas des citoyens. C'est-à-dire que dans le domaine de la publicité, par exemple, on dit aux gens, voilà, parce que tu le vaux bien et sois qui tu es, etc. Et la publicité s'adresse soi-disant à chaque individu qui est tellement précieux, tellement singulier, etc., etc. Et, cetera. Et
et finalement, le discours grandissant est un discours qui vise à avoir le même discours vis-à-vis du citoyen. Or, c'est pas la même chose. Je veux dire, dans une démocratie, on n'est pas censé euh, caresser dans le sens du poil identitaire chacun d'entre nous. Je veux dire, on est censé chercher à une manière de vivre ensemble de manière pacifique. Et on sait, en tout cas en Europe, on est bien placé pour le savoir historiquement, que on n'a pas encore trouvé de meilleure manière de se préserver de la violence, notamment de la violence des conflits religieux, qu'en tenant le religieux à distance, justement, qu'en disant, bien sûr, les gens ont le droit d'avoir leurs convictions, et ces convictions, ils les portent dans l'intimité de leur cœur, mais elles n'ont pas à s'imposer dans les lieux qui sont des lieux d'expression de la puissance publique. Et c'est cette distinction qu'il faut maintenir et qui est de plus en plus difficile à maintenir aujourd'hui. Euh, Ouais. où finalement les gens demandent de plus en plus, et ça vaut pas seulement pour les musulmans, ça vaut enfin, pour les musulmans fondamentalistes, ça vaut pour tout le monde. On veut de plus en plus être accepté comme on est partout. Mais enfin, l'école n'a pas à nous accepter comme on est. Enfin, si, bien sûr, dans une certaine mesure, mais on n'est pas obligé de le montrer tout le temps, partout. Je veux dire, des choses comme notre orientation sexuelle, par exemple, ça regarde personne, c'est du domaine de l'intime. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de dire ou de montrer qui on est, mais ça veut simplement dire qu'il y a des lieux qui sont pas des lieux, enfin, qui sont pas les lieux les plus idéaux, je dirais, pour exprimer tout le temps ce qu'on pense, ce qu'on croit, ce qu'on est, parce qu'on est simplement là pour autre chose. Mhm. Mais quand je t'entends, évidemment, tu parles effectivement d'une influence. Je veux dire, ce que l'on pense, évidemment, souvent ne tombe pas du ciel. Ça fait partie effectivement d'influences multiples qu'on remet en question ou pas. Ici, tu parlais par rapport au voilement de plus en plus flagrant des musulmanes, notamment en Belgique, d'influence d'islamistes. Mais souvent, en fait, quand on en parle à d'autres qui ne sont pas forcément au courant, ils se disent, mais je ne la vois pas ces influences. En fait, de quoi parles-tu? C'est un peu du complot, c'est très nébuleux. Du coup, on a l'impression que ça avance masqué et on n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Tu pourrais un peu nous dire, du coup, Nadia, concrètement, cette influence, elle se manifeste à travers le cas échéant, quelle structure étatiques éventuellement ou des structures de type organisationnel, musulmane. Mais Comment ça se il y a manifeste? oui, mais il y a un peu de tout, hein. Je veux dire, on a quand même vu il y a quelques mois, c'est assez récent, la dissolution du CCIF, dont la France dont l'État français a instauré, pardon, a estimé qu'il contrevenait à la loi antiséparatisme, donc le Conseil des institutions islamiques de France, hein, qui aussitôt d'ailleurs s'est refondé en Conseil européen des institutions islamiques et s'est installé à Bruxelles, tiens, comme par hasard, où il tient évidemment exactement le même discours, qui est un discours extrêmement peu, euh, peu favorable au vivre ensemble. On a aussi toutes les institutions européennes. Enfin, par exemple, une campagne des institutions européennes a fait scandale il y a quelques mois, qui axait les choses sur la liberté dans le hijab, hein. C'était le message général écrit en dessous. Donc, on avait chaque fois une femme avec, enfin, un visage de femme, mais composé de deux femmes différentes, l'une voilée, non, l'autre pas. Et donc, ce sont les institutions européennes qui propagent ce type de message. C'est quand même inquiétant. Enfin, c'est fou, quoi. Ben oui, Moi, j'ai oui, tout même à fait fait. sur ma page Facebook, j'ai commencé une collection d'images de ce que j'estime être de la propagande, que j'ai intitulé Banalisation du voile, où on a toute une série d'institutions publiques. Donc ça peut être, ben, comme je le disais tout à l'heure, les institutions européennes, c'est aussi par exemple Bruxelles Propreté qui va mettre en scène une femme voilée euh, comme étant un membre du personnel de Bruxelles Propreté, alors que c'est quand même une institution publique. Et on en a comme ça, mais vraiment très régulièrement. Et, et donc, je pense qu'il y a vraiment donc
une part de naïveté certainement de la part parfois des concepteurs des publicités qui se rendent pas compte qu'en fait, s'ils veulent illustrer la diversité, c'est pas nécessaire de prendre une femme voilée. Parce qu'en fait, c'est ça, hein. Je veux dire, l'argument, c'est il faut illustrer toute la diversité de notre belle ville, de notre beau pays, de notre belle Europe. D'accord. Mais la diversité, elle ne passe pas nécessairement par l'affichage d'une conviction religieuse. Je veux dire, il suffit de montrer des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, des gens qui ont la peau claire, des gens qui ont la peau plus foncée. Et si à la limite, ce à quoi moi je ne suis pas favorable, mais si on estime qu'il faut intégrer à ça la dimension des convictions religieuses, alors il faudrait, pour que toutes les choses soient égales, que figure aussi un juif avec sa kippa, une personne qui serait catholique avec, ou chrétienne avec sa croix, voire un athée qui porterait un signe visible de son athéisme. Mais ça, on n'en parle jamais. Donc en fait, de manière très étonnante, non, parce qu'il y a évidemment un entrisme islamique qui est à l'œuvre. La diversité se résume en fait à avoir des hommes, des femmes, des blancs, des noirs et une femme voilée. Et là, on est Mhm. content. Alors parfois, on a aussi une femme ou une personne en chaise roulante. Donc, voilà, là, on inclut un autre type de minorité. Euh, Évidemment, pour continuer l'explication sur ce qui permet d'expliquer ça, il y a aussi alors, je ne sais pas de quoi parler. Je ne sais pas si je dois parler d'aveuglement ou de complaisance de la part de plusieurs partis de gauche par rapport à un certain islam politique. Alors, on l'a vu ces dernières années, parfois, il y a quand même des têtes qui tombent, hein, que ce soit au sein du PS, en tout cas au sein des colos, je ne sais plus si c'est arrivé, mais on se rend compte que quand même, les propos d'un tel ou d'une telle par rapport à la négation du génocide arménien ou l'existence d'Israël ou d'autres choses comme ça sont allés un cran trop loin et que donc on ne peut plus garder cet individu dans les rangs du parti. Mais il est évident qu'il y a aujourd'hui, en particulier à Bruxelles, sur les listes électorales enfin, et dans les assemblées politiques, des gens qui ne sont pas des démocrates. C'est ça qui est très étonnant en fait, hein, c'est-à-dire que ce sont des gens qui adhèrent clairement à une vision de la société qu'on pourrait situer à droite, voire très à droite, et qui se retrouvent dans des partis de gauche. Mhm. Et d'ailleurs, si tu me permets d'enchaîner, je crois Je t'en que prie. c'est exactement à ça qu'on assiste aujourd'hui avec les Vras. En fait, c'est assez merveilleux, enfin, si on prend un peu de hauteur, de voir à quel point finalement on a aujourd'hui des fondamentalistes religieux qui protestent contre un guide d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle au nom de valeurs qui sont des valeurs extrêmement conservatrices, extrêmement à droite. Et en fait, enfin, ces gens-là sont aussi l'électorat privilégié des mouvements les plus à gauche. Donc, à un moment donné, ça va devenir insoutenable. Enfin, à mon avis, ça l'est déjà devenu, hein. Je ne sais pas comment ils font dans les sièges des partis, que ce soit Écolo ou le PTB, par exemple, pour ne pas les citer. Je crois qu'ils doivent être extrêmement mal à l'aise. D'ailleurs, le PTB a eu un discours un peu en deux temps. Dans un premier temps, ils soutenaient le Guy Devras de manière extrêmement enthousiaste. Et puis, quand ils ont vu la réaction de la frange la plus conservatrice et, il faut bien le dire, souvent islamique de leur électorat, ils ont fait marche arrière en disant, voilà, il faut entendre la base et il faut être quand même prudent et pas aller trop vite, etc., etc. Donc, ils n'ont pas renié leur engagement de départ, mais ils l'ont quand même modulé parce qu'ils se rendent bien compte qu'en fait, il y a un gap, quoi. Mhm. Mais tu parles à juste titre de temps en temps que quand effectivement certains politiques vont trop loin, on sent qu'il y a des tensions et du coup une sorte de remise en question, en tout cas, je dirais formellement, quand on sent évidemment que ça ne passe pas, qu'il y a de la résistance en face, forcément, on fait un petit peu attention. Mais en même temps, ça vient chaque fois, évidemment, rentrer, je dirais, frontalement avec notre conception à nous de la société
sécularisé quand même. On a quand même une histoire évidemment derrière nous. On sait que les catholiques ont été très prégnants et que cette histoire-là, quelque Mhm. part, on aura envie qu'elle ne se reproduise pas à travers l'islam. Et que du coup, un des concepts extrêmement importants, fondamental, essentiel chez nous, c'est l'égalité, l'émancipation. Donc quelque part, comment se fait-il, et tu en parlais tout à l'heure, parfois il faudrait mettre en avant effectivement le concept de laïcité pour faire comprendre les choses, parfois effectivement le concept d'égalité et d'émancipation, mais quand on s'est dit que ce concept quelque part ne soit pas admis, j'ai envie de dire transversalement, par toutes les parties, en tout cas, évidemment, pas ceux qui veulent faire, je dirais, avancer consciemment l'islamisme au sein de la société, mais je dirais par les partis dits démocratiques, on se dit que cette conception-là n'est pas évidente au point où on se dit, ben ça, effectivement, ça doit faire consensus, quoi. Je crois qu'il y a une part j'ai presque envie de parler de racisme inversé. C'est-à-dire une forme de raisonnement qui consiste à dire, au fond, on est bien d'accord s'agissant de nos filles, mais il faut accepter que ces jeunes filles viennent d'ailleurs, qu'elles ont une autre culture et que donc là-bas, c'est pas pareil. Et, et moi, c'est quelque chose qui m'énerve de plus en plus, parce que je trouve que c'est extrêmement essentialisant. D'abord, c'est une manière de renvoyer ces jeunes filles qui sont nées ici, le plus souvent de parents nés ici d'ailleurs eux-mêmes. Hein, donc, je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter de parler d'immigrés, quoi. On n'est plus dans une question relative à l'immigration ou de manière marginale. Euh, donc c'est une façon de ramener ces filles à leur origine culturelle supposée. Et c'est une manière aussi en fait de leur dénier les droits qu'on se battrait pour maintenir pour nous. Euh, et donc, et c'est aussi quelque chose un rapport très exotique aussi. Hein. C'est un peu comme si, ah oui, en fait, le voile, en fait, c'est mignon, c'est joli, c'est chatoyant, etc. Enfin, sauf qu'il n'y a plus rien de chatoyant aujourd'hui. Je veux dire, bon, on est quand même très très loin même des voiles traditionnels que pouvaient porter des femmes marocaines ou algériennes dans des régions, dans des petits villages, avant justement que s'impose un islam, mais en fait un islam venu d'Arabie Saoudite, quoi, hein, parce que quand même, je fais une petite parenthèse, c'est quand même assez drôle de voir à quel point aujourd'hui on est soucieux de lutter contre toute forme de colonialisme. S'il y a bien quelque chose qui a été colonialiste, c'est l'islam porté par les Saoudiens, qui s'est en fait imposé progressivement dans tout le monde islamique à des gens qui avaient des pratiques traditionnelles extrêmement diverses et qui ne se reconnaissaient pas du tout au départ dans cet islam-là. Mhm. Donc, je ne Ce sais qui plus si est, j'ai répondu à ta question, mais j'ai un peu oublié la question de Oui, non, tout à fait, ah, Nadia. Tout à mais fait. Mais c'est vrai, ce qui m'inquiète quelque part, c'est que de plus en plus, on sent que le sujet est à ce point sensible, qu'il est extrêmement clivant et que dire les choses, je dirais simplement, je dirais cordialement et bienveillance, mais en même temps en mettant des mots sur une réalité qu'on peut difficilement nier en toute objectivité, on voit quand même que souvent ça te colle à toi, mais à d'autres aussi une étiquette de type c'est une laïcarde, c'est une complotiste ou pire, elle rejoint la thèse de l'extrême droite. Et donc je trouve aussi intéressant quelque part à ce moment-ci de notre échange de définir un peu les termes justement et de faire quelque part en sorte que on ne soit pas à tort taxé d'extrême droite qui n'est pas pour le coup d'amalgame. Donc quelque part, comment définirais-tu, j'ai envie de dire, la ligne de fracture entre la position qui est la tienne et une position effectivement qui peut être qualifiée d'extrême droite? En d'autres termes, c'est quoi l'extrême droite? alors, pour moi, l'extrême droite, c'est une mouvance politique qui promeut un État fort, donc déjà aux antipodes de la démocratie, c'est-à-dire que les gens se trompent, il y a je dirais, il y a une nécessité de revenir à un autoritarisme d'État associé à un rejet de certaines fractions de la population qui sont considérées comme des menaces, des dangers, et classiquement l'extrême droite, en général évidemment c'est l'étranger qui est identifié comme étant la menace. Euh, Par rapport à ça, bah, moi je suis aux antipodes de ça. Je veux dire, je ne suis ni partisane d'un État fort, certainement pas. Je crois que je suis vraiment profondément démocrate. Euh,
Et je ne suis pas non plus de celles qui souhaitent pointer un étranger qui n'aurait pas sa place chez nous. Je veux dire, pour moi, au contraire, il s'agit de faire de chacun d'entre nous des citoyens qui aient accès aux mêmes droits et qui soient soumis aux mêmes devoirs. Donc je suis vraiment une farouche défendresse de l'égalité en dignité et en droit. Donc pour moi, il n'est pas question ni de discriminer, de stigmatiser, c'est-à-dire comment dire, en faisant des lois qui seraient des lois d'exception, par exemple, qui viseraient une communauté particulière. Pour moi, toutes les lois doivent pouvoir s'appliquer à tous. Mais il n'est pas question non plus de faire des lois d'exception pour privilégier une communauté particulière. Donc, il y a vraiment dans mon chef une défense de la stricte égalité et de la liberté. Donc, je dirais que ce sont les deux piliers sur lesquels toute démocratie repose, hein, liberté et égalité. Et l'extrême droite, en fait, est aux antipodes à la fois de la liberté et de l'égalité. Maintenant, ce qui est difficile aujourd'hui, et c'est, je dirais, un des effets pervers de nos lois antiracistes, c'est qu'évidemment, plus aucun parti ne s'affiche clairement, frontalement raciste. Et donc, c'est vrai, je reconnais que c'est parfois difficile de distinguer dans les discours de ceux qui souhaitent attirer l'attention sur les dangers de l'islam politique, par exemple, de distinguer entre ceux qui sont d'authentiques démocrates et puis ceux qui, évidemment, se servent de l'islam comme paravent, parce qu'en fait, leur véritable ennemi, c'est pas l'islam, ni même l'islamisme, ce sont les Arabes, ce sont les étrangers, etc., etc. Alors, heureusement pour nous, j'ai envie de dire, souvent, ça dérape quand même. Il finit toujours par y avoir un dérapage qui permet de se dire, là quand même, ça devient un petit peu trop clair. Enfin, je pense par exemple à quelqu'un comme Éric Zemmour, qui peut parfois faire illusion jusqu'à un certain point. Et puis quand on l'écoute un peu mieux, qu'on est attentif à certaines de ses sorties, on doit bien reconnaître qu'il flirte fameusement avec les limites. Euh, mais ça n'est pas toujours facile, évidemment. Parfois, je crois que certains sont débusqués tardivement, parce qu'évidemment, il faut être prudent dans ce qu'on dit. Enfin, et je ne suis pas occupée du tout à remettre ici les lois antiracistes en question. Simplement, j'attire l'attention sur le fait qu'elles comportent inévitablement cet effet pervers. Ouais. Mais le problème aussi, Nadia, n'est-ce pas le fait que quelque part l'extrême droite à certains égards, prend en main un problème réel qui existe et pose de vraies questions que les autres partis refusent justement d'aborder sous prétexte qu'il ne faut pas être entre guillemets islamophobe ou que le fait de critiquer une religion et une islamisation d'une société serait considéré comme étant du racisme, alors que le racisme évidemment n'a absolument rien à voir avec la critique d'une religion. Donc quelque part, est-ce que ce n'est pas le fait que certains partis n'osent plus prendre en main pour des raisons diverses que tu as notamment déjà citées, mais que quand un parti ne prend ou des partis ne prennent plus en main une problématique, forcément d'autres s'en emparent et que quelque part ça ne fait qu'aggraver le clivage au sein de la société et plus personne en fait n'écoute l'autre non plus. Il n'y a plus réellement de débat non plus, je veux dire. Il y a d'un côté l'extrême droite et puis de l'autre côté il y a l'extrême gauche et celui qui veut être nuancé et mettre le vrai problème sur le tapis, un, ils sont rares et deux, ils ne sont pas au pouvoir. Donc quelque part ça fragilise un peu tout le monde et ça fragilise aussi le citoyen qui, au milieu de tout ça, se dit mais comment est-ce qu'on fait avec le risque effectivement du coup que la montée de l'extrême droite soit une réalité parce que quelque part le citoyen lambda, j'ai envie de dire, commence un petit peu aussi à en avoir marre de voir une situation à laquelle il n'adhère pas fondamentalement, à Oui, savoir oui. une islamisation de la société. Oui, mais je pense qu'en effet, il y a deux écueils. Enfin, ça va être un peu caricatural ce que je vais dire, mais c'est pour permettre de mieux comprendre mon propos. Je pense qu'on a d'un côté une gauche, extrême gauche, qui a tendance à dire il n'y a pas de problème, tout va bien, dormez bonnes gens, ou adaptez-vous parce que la société change et c'est formidable et c'est très bien, donc de toute façon il n'y a pas de problème. À l'autre bout du spectre, on a une extrême droite qui dit il y a un problème très très grave et nous on sait comment le résoudre et on va le résoudre par plus de fermeté, par des lois qui seront des lois liberticides et discriminatoires. Et en fait, la ligne de crête sur laquelle il me semble important de se situer, sur laquelle j'essaie de me situer,
C'est celle qui consiste à dire, il y a un problème. Il ne faut pas nier le problème, il est là, il existe. Mais la lucidité par rapport à ce problème ne doit pas nous entraîner à promouvoir des politiques qui seraient des politiques discriminatoires. C'est-à-dire qu'on doit s'emparer de ces problèmes comme étant autant d'occasions de repenser nos lois pour en faire des lois générales. Euh, je prends l'exemple du voile islamique parce que je trouve que c'est un excellent exemple. Euh, il est évident qu'aujourd'hui, la question des signes convictionnels, comme on l'appelle, c'est une question qui est en fait une question du voile ultra majoritairement. Je veux dire, on a très très peu de bouddhistes qui arrivent avec leur tenue orange à l'école. On a extrêmement peu de juifs en kippa qui fréquentent les écoles publiques. On a très très peu de chrétiens fondamentalistes qui se baladent avec leur croix visible sur la poitrine dans tout temps et en tout lieu. Euh, et en même temps, et c'est vrai, et en même temps, ça n'est pas du tout une raison, selon moi, pour accepter que des mesures soient prises, qui soient des mesures clairement et uniquement anti-voile. Le politique doit gérer ce problème en se disant, OK, on a un problème aujourd'hui par rapport à des signes convictionnels, et il se trouve que le signe convictionnel majoritairement problématique, c'est un signe qui vient d'un certain islam et qui concerne les femmes. Mais nous, politiques, notre responsabilité, c'est de dire qu'est-ce qu'on fait de ça pour qu'à l'avenir, par rapport à toute communauté religieuse qui prétendrait imposer ou encourager un quelconque de ses membres, qu'il soit homme ou femme, à afficher sa conviction religieuse partout et en tout temps et en tout lieu, qu'est-ce que nous, États, on peut faire pour que ça n'arrive pas? C'est tout. Et c'est ça qu'on a fait, en fait, que ce soit en France ou en Belgique de manière beaucoup plus chaotique, hein, en prenant des lois d'interdiction des signes convictionnels. Certains ont dit c'est des lois hypocrites parce qu'elles ciblent le voile. C'est pas des lois hypocrites. C'est des lois qui sont des lois généralistes. Et c'est tout Mhm. l'honneur d'une démocratie de s'emparer d'un problème pour le généraliser et dire voilà, maintenant on a l'instrument qui nous permet de lutter aujourd'hui contre le voile islamique, c'est vrai, mais qui nous permettra de lutter demain contre les sikhs en turban, enfin, c'est pas contre les sikhs en turban, c'est contre les sikhs qui prétendraient vouloir porter leur turban sikh en tout temps, en tout lieu, même s'ils sont policiers, même s'ils sont derrière un guichet, même s'ils sont médecins, etc., etc., ou contre les fondamentalistes catholiques qui voudraient porter leur t-shirt à l'effigie de la Vierge Marie, etc. On a l'outil. On a l'outil et en même temps, on voit bien que nos lois, en l'état actuel des choses, quelque part, semblent insuffisantes, puisque de fait, l'interprétation peut être divergente et que les tribunaux donnent tantôt raison à une musulmane qui saisit les tribunaux, tantôt lui donnent tort en fonction de la législation interne ou même internationale. Donc tout ça est susceptible d'interprétation. Et c'est peut-être plus clair d'ailleurs, je dirais, en France où le Conseil d'État, majoritairement, justement, encore avec la Vaillante, on l'a bien vu, tient bon. Donc là, il y a l'islamisme est endigué parce que le droit effectivement français est suffisant pour ce faire. En Belgique, c'est moins clair, c'est moins évident. D'où aussi le règlement d'ordre intérieur qui viennent justement quelque part légaliser entre guillemets le port de convictions religieuses. Et en particulier, comme tu le disais, de fait actuellement c'est le problème entre guillemets, c'est le voile. Et puis d'autres règlements intérieurs qui l'interdisent. Donc on voit bien que c'est extrêmement mouvant en Belgique. Oui, mais alors c'est mouvant justement parce que, à mon grand dame, la Belgique n'a jamais adopté de loi générale qui définirait son rapport aux religions. Donc, si le Conseil d'État et si les tribunaux européens donnent raison régulièrement à la France dans toutes ces questions-là, c'est parce que la France stipule dans sa constitution qu'elle est un État laïque. Nous n'avons pas ça. Et donc, il y a divers, donc c'était d'ailleurs l'objet de mon dernier livre dont tu as parlé, hein, Ouais. Neutralité, laïcité, la Belgique hésite. C'est clair qu'on a aujourd'hui des propositions de révision de la Constitution qui sont sur la table et qui émanent de trois partis, en gros, hein, donc tant du Parti socialiste de Défi et du mouvement réformateur. Donc, en gros, pour résumer rapidement l'état de la situation, le Parti socialiste non, le Parti socialiste et Défi revendiquent l'inscription du principe de laïcité dans la Constitution belge. Le mouvement réformateur revendique l'inscription du principe de neutralité et d'impartialité dans la Constitution belge. Mais en fait, nous n'avons rien pour le moment.
Tout ce qu'on sait pour le moment, c'est que la Belgique est neutre, neutralité qui se définit de manière extrêmement floue. Enfin, la Constitution n'est pas très claire concernant les conséquences concrètes de cette neutralité de la Belgique, s'agissant de questions aussi actuelles que la question des signes conditionnels, par exemple. Euh, et donc, c'est ça qui donne lieu à toute une série d'interprétations variées. La Cour constitutionnelle, par exemple, dans l'affaire de la Haute École Francisco Ferrer, bah, disait il est légitime, donc elle a donné raison à la Haute École Francisco Ferrer en disant que cette Haute École avait le droit d'avoir une interprétation exclusive de la neutralité, c'est-à-dire de dire la neutralité passe nécessairement par le fait de préserver l'école de l'immixtion des religions au sein même de cette école. Mais donc, tout ce que la Cour constitutionnelle a pu dire, c'est il est légitime qu'il y ait des interprétations variées de la neutralité. Et en fait, c'est contre ça que se battent aujourd'hui nos intégristes religieux qui voudraient en fait qu'il n'y ait plus qu'une seule interprétation possible de la neutralité, c'est-à-dire ce qu'on appelle la neutralité inclusive. Alors, c'est une appellation qui, moi, me hérisse évidemment parce que c'est déjà extrêmement tendancieux de dire que l'une est exclusive et l'autre inclusive. Hein. Qui a envie d'être exclusif? Qui a envie d'exclure? Enfin, il est Ouais. évident que personne ne veut exclure personne. Euh, et que d'autant plus qu'en fait, la neutralité soi-disant inclusive, à mon sens, exclut en fait un principe fondamental qui est le principe de l'impartialité de la fonction publique. Si je reviens une minute sur la fonction publique, je trouve quand même extrêmement absurde, en fait, que certains puissent concevoir que la neutralité se limite au service rendu, c'est-à-dire qu'on puisse être neutre tout en affichant extérieurement ses convictions, alors que par ailleurs, il suffit de fréquenter une librairie aujourd'hui dans les rayons bien-être et autres pour savoir que la communication passe par tout ce qu'on fait pour communiquer et que 90% de la communication, c'est des choses qui passent par le non-verbal. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le non-verbal? Évidemment, il y a, oui, le sourire, les gestes, etc. Mais il y a évidemment aussi l'habillement. Donc, comment est-ce qu'on peut nier à ce point une évidence? Je veux dire, quelqu'un qui vous affiche toute sirène allumée, je suis musulmane, il faudrait donc qu'on accepte l'idée que, en fait, elle ne nous dit rien. Tant qu'elle n'a pas ouvert la bouche et tant que son service est impartial, en fait, la neutralité n'est absolument pas remise en cause. C'est quand même quelque chose d'assez schizophrène, je trouve. Hmm. Oui, tout à fait, mais pour rebondir sur ce que tu dis, plus largement, on parle évidemment parfois du djihad des tribunaux, surtout en France, mais le concept, je pense, est transposable ici aussi en Belgique, quand évidemment les tribunaux sont, entre guillemets, assaillis de revendications pour porter des signes convictionnels un peu partout. Tu as parlé également des politiques extrême gauche, extrême droite. Donc, j'ai envie de dire, tout ça, évidemment, entre guillemets, dépasse un petit peu le lambda que je suis, que la société civile, je dirais, est dans son ensemble. Et je me posais la question aussi de savoir si finalement toi, comme d'autres, tu sentais éventuellement dans la société civile une sorte de fracture, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on sent qu'au-dessus de nous, la politique se fait, les choses se font, l'islamisation, quelque part, de plus en plus, elle était insidieuse, elle était un peu sous le tapis, maintenant elle est de plus en plus visible. Est-ce qu'à un moment donné, tu n'as pas le sentiment que la population qui, pour le coup, est occidentale, pour le coup, est sécularisée, à un moment donné, ne va pas se dire qu'on commence franchement à en avoir marre et que du coup, ça va générer une sorte de conflit de civilisation, de fractures sociales, avec le risque évidemment que ça génère. On a bien vu que les attentats aussi djihadistes, on nous a dit surtout essayer de faire en sorte de ne pas fracturer la société parce que c'est ce qu'effectivement les islamistes attendent, c'est que l'Occident évidemment se fracture en deux et que du coup les musulmans intégristes puissent dire à l'ensemble de la société musulmane, vous voyez, on est victimisé et donc ça en rajoute une couche et ça donne encore plus de force évidemment
aux revendications islamistes. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à la réaction qui est pour le moment extrêmement, je dirais, calme, hein. Je veux dire, la plupart, on voit tous les jours les métros, et quand on prend effectivement le métro à Bruxelles, selon qu'on se trouve à Molenbeek ou à Saint-Boisfort ou ailleurs, on voit que le voile est plus ou moins présent. Mais à un moment donné, est-ce qu'on va pas se dire que ça suffit, quoi, qu'il y a une sorte de ras-le-bol dans la société civile par rapport à cette réalité qui est de plus en plus prégnante? Oui, enfin, je voudrais peut-être quand même élargir un peu, parce que je pense que c'est pas seulement une question de voile. Enfin, je crois que c'est important de se rendre compte que c'est quelque chose qui, enfin, ces revendications islamistes sont des revendications qui portent pas seulement sur la façon dont des femmes peuvent apparaître dans l'espace public ou à l'école. Ça porte aussi évidemment sur des questions d'alimentation, des questions de consommation d'alcool, de consommation de porc, etc. Pas pour soi-même, évidemment. Il n'a jamais été question d'imposer à qui que ce soit de boire de l'alcool ou de manger du porc, hein, mais je veux dire, on entend quand même de plus en plus si on laisse un peu traîner ses oreilles dans le secteur professionnel, des gens qui refusent de travailler ou d'aller à une fête du personnel où serait servi de l'alcool, par exemple, même si eux-mêmes, il y a du jus d'orange pour eux, ben, il n'est pas question qu'ils mettent les pieds dans un monde fréquenté par de tels mécréants. Euh, donc il y a quand même, enfin, il y a évidemment cette histoire de lieu de prière à l'ULB sur lequel il serait peut-être pas mal de revenir un peu par la suite. Mais donc je crois que c'est plus que le voile, même si le voile est évidemment ce qui est le plus visible au premier abord. Et à mon sens, il y a au moins en fait trois fractures. Il y a une fracture d'une part qui est la plus évidente sans doute entre la gauche et la droite. Il y a une deuxième fracture qui est la fracture entre Bruxelles et la province. Parce que je pense que les choses se vivent pas du tout de la même manière à Bruxelles et en province. Je crois que dans une certaine mesure, la question de l'islam politique est une question très bruxelloise. Et ça a pour conséquence qu'en fait, cette question n'est pas toujours bien comprise en province, ou qu'elle est comprise, mais qui se disent c'est un problème de bruxellois. Et malheureusement, ça a aussi pour conséquence que, par exemple, dans les partis de gauche, c'est des choses qui me sont revenues souvent, hein. Par exemple, on peut avoir des écolos ou des socialistes wallons qui sont en fait assez laïcs, mais comme ça ne les concerne pas tellement, ces histoires-là, comme c'est des trucs de Bruxellois, en fait, ils laissent les Bruxellois monter en pointe sur ces domaines. Et évidemment, quels sont les Bruxellois les plus actifs sur les questions de vivre ensemble, entre guillemets, ou de sabordage de vivre ensemble? Ce sont en général ceux qui sont, j'ai envie de dire, islamo-complaisants. Et donc en fait, on a d'un côté ceux qui se taisent parce que ça les concerne pas tellement, et puis ceux qui prennent le lead parce que là, ça les concerne, mais d'une manière, je dirais, qui n'est pas la meilleure à mes yeux pour avancer. Et alors le troisième clivage, c'est le clivage lié à l'âge. Malheureusement, je crois qu'il y a une question générationnelle aussi. Et ça, je l'ai vu par exemple, notamment dans cette question de ce lieu de prière que j'ai contribué Oui. à révéler au grand public, hein, où en fait je me suis rendu compte que beaucoup de jeunes autour de moi ne voyaient pas le problème en fait. Ils comprenaient pas en fait pourquoi en faire tout un foin de Mhm. quelques musulmans qui prient dans un endroit reculé, ils font de mal à personne, où est le problème? Voire même évidemment, si les malheureux sont obligés de prier dans un endroit comme ça, ben, c'est parce qu'ils n'ont pas de lieu de prière décent. Donc ce serait peut-être bien que l'Université libre de Bruxelles soit un peu plus tolérante, plus ouverte, plus inclusive et prévoit quelque chose de convenable pour ces gens-là. Alors que dans ma génération, il y avait quand même, je dirais, de manière beaucoup plus majoritaire, un sentiment de, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça n'est pas normal, ça n'est pas notre université, parce que quand même, bon, enfin, moi je suis issue de l'ULB, donc dans mon entourage, j'ai quand même pas mal de gens qui sont eux-mêmes d'anciens étudiants de l'Université libre de Bruxelles et qui, pour eux, c'est évident qu'il y a un recul terrible qu'on n'aurait jamais imaginé il y a 20 ou il y a 30 ans, ou même aujourd'hui, laisser des étudiants catholiques faire leur génuflexion dans un couloir. Enfin, je veux dire, enfin, ils auraient été la risée de tout le monde. Je veux dire, ça aurait été évident enfin, que ça a quelque chose à la fois incongru et d'indécent de manifester sa religion de manière aussi visible
non seulement dans un couloir d'université, mais qui plus est dans l'enceinte de l'université libre de Bruxelles, historiquement libre exaministe quand même, fondée par un franc-maçon. Enfin, je veux dire, enfin, il n'y a rien qui va. Hmm. Mais il n'y a rien qui va, ça c'est un sentiment qui s'exprime essentiellement chez des gens de ma génération. La génération suivante ne voit pas le problème. Hmm. Et il y a alors une autre question que je voulais aborder avec toi, Nadia, c'était par rapport justement aussi, par rapport aux causes qu'il faut que quelque part la religion puisse fédérer à un moment donné. Bon, la religion, évidemment, elle traverse toutes les sociétés. Le spirituel en tant que tel peut être évidemment un ferment aussi de cohésion. Je veux dire, quelque part, si on enlève la religion, c'est peut-être un peu compliqué aussi de le vivre ensemble. Donc, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il y ait une unité, il y a un vivre ensemble qui est possible et qui ne soit pas, je dirais, centralisé et cristallisé, je dirais, autour d'une religion. Ça, c'est une chose. Et deuxième chose, c'est est-ce qu'éventuellement cette unification justement pour le moment musulmane autour de la religion peut éventuellement s'expliquer par le fait que il n'y ait pas, je dirais, une intégration qui a été rendue suffisamment possible par la société civile elle-même occidentale. Je pense notamment évidemment on sait qu'en Belgique il y a forcément certaines communes plus pauvres et du coup il y a certains endroits où je dirais les musulmans sont plus présents et il y a une pauvreté. Donc est-ce que ça peut s'expliquer par une sorte de fracture sociale? Comme en France quelque part on parle de banlieues perdues de la République et on a vu notamment les émeutes récentes qui ont évidemment été extrêmement, je dirais, pour le coup, assez choquantes et dont la presse a beaucoup parlé et qui en réalité étaient déjà présentes, ces mêmes émeutes depuis 2005. Donc on a l'impression que ça se reproduit aussi. Donc comment tu expliquerais quelque part ce besoin d'appartenance, indépendamment du fait qu'il y a des influences extérieures, les frères musulmans, etc., et donc les hommes politiques, mais je dirais dans le concret du quotidien de ces personnes, qu'est-ce qui explique qu'à un moment donné, il y a une adhésion de cœur, sans doute, à une religion? Est-ce qu'on a manqué quelque part, est-ce qu'il y a des manquements de la société civile occidentale à leur égard? Alors c'est difficile de répondre à ta question, d'autant plus que ça n'est pas ma spécialité. Je dis, moi, je suis pas sociologue. Ce qui me paraît évident, c'est que la religion peut effectivement avoir un sens pour beaucoup d'entre nous et remplir une fonction, je dirais, de ciment social, d'unification d'une communauté autour de quelque chose qu'on partage, ben, qu'on peut trouver aussi d'ailleurs dans des choses qui sont pas religieuses. Hein. Je veux dire, je pense que les membres d'un club de foot peuvent ressentir la même chose, cette chaleur de se retrouver entre soi à partager un même attachement à quelque chose qui est peut-être difficilement partageable avec des gens qui sont hors du groupe et qui comprennent rien à ce que vous allez foutre là. Enfin, donc, donc ça, je crois que c'est quelque chose de très humain et qui dépasse de loin le phénomène religieux. La question, c'est au fond comment faire pour conjuguer ça avec une appartenance citoyenne. Pour moi, en fait, c'est ça, en fait. Les gens ont parfaitement le droit, et c'est à la fois légitime et compréhensible, et certainement même nécessaire humainement, d'avoir des lieux de chaleur de l'entre-soi. Je crois qu'on a tous besoin de ça. On ne peut pas être en permanence, je dirais, un individu isolé dans un monde de plus en plus vaste, en fait, et parfois de plus en plus hostile aussi. Donc je crois on a tous besoin de pouvoir se replier parfois dans cette chaleur. Euh, mais ce repli doit être temporaire, il doit être momentané, doit nous donner, je dirais aussi, la force de ressortir dans le monde en tant que citoyen, en se disant, voilà, j'ai été repuisé de la force dans ma communauté, pardon, et pour ça, il faut évidemment que la force qu'on puise, on ne la puise pas dans un discours hostile aux autres, mais dans un discours simplement de qui je suis moi, comment est-ce que je me construis, donc je me construis en tant que moi et pas contre les autres. Et là, il y a peut-être quelque chose qui est à travailler d'ailleurs aussi, hein, pour devenir un citoyen. Mais mais de plus en plus, cette notion de citoyenneté, enfin, j'en parlais tout à l'heure quand je parlais des discours très consuméristes, etc. Cette notion de citoyenneté, elle passe à la trappe. On comprend de moins en moins ce que ça veut dire qu'être un citoyen. Or, pour moi, ça veut justement dire accepter de ne pas faire prévaloir ses intérêts particuliers par rapport à l'intérêt général. En fait, la citoyenneté, c'est ça. C'est se poser la Hmm. question de savoir
nous sommes tous différents, nous avons tous des sensibilités différentes, des intérêts divergents, des valeurs qui sont pas les mêmes. Comment est-ce qu'on articule tout ça? Et ça passe nécessairement par la mise en retrait de cette espèce de narcissisme qui aujourd'hui me semble quand même assez omniprésent. Alors, par rapport à la question de l'intégration sur enfin, laquelle tu articulais la question Oui, précédente, euh, moi, je suis toujours un peu embêtée de lier la question de l'islam à la question de l'intégration. Euh, Parce que je pense que pour la plupart d'entre eux, comment dire, les revendications auxquelles on fait face aujourd'hui, voilà, je veux dire comme ça, les revendications auxquelles on fait face aujourd'hui ne sont pas des revendications qui sont portées par des migrants, ni par des immigrés. Ce sont des revendications qui sont portées par des gens qui sont nés en Belgique, qui sont le plus souvent d'ailleurs probablement de nationalité belge, et qui en fait s'autorisent à porter ces revendications précisément parce qu'ils estiment qu'ils sont des membres de la communauté nationale à part entière. Donc en fait, toute leur argumentation consiste à dire on est des vôtres, on a autant le droit à la parole que vous, il n'y a pas de raison de continuer à nous renvoyer à notre étrangérité, à notre altérité, etc. On fait partie de la société civile. Et ils ont raison, ils ont en fait entièrement raison. Donc, donc ça n'est pas une question de comment intégrer, enfin la question de comment intégrer, c'est une autre question, mais c'est une question intéressante aussi, hein, mais c'est pas la question qu'on doit se poser aujourd'hui par rapport à ces jeunes qui détricotent finalement la citoyenneté. Je pense que ce qu'on doit faire par rapport à eux, mais c'est une tâche ardue parce que malheureusement tout va dans l'autre sens, c'est une tâche d'éducation à la citoyenneté en fait. C'est de leur dire c'est vrai, vous êtes nos concitoyens à part entière. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de droits et en termes d'obligations? Est-ce que ça justifie que vous portiez vos convictions religieuses jusque dans les lieux où nous avions historiquement décidé de l'en préserver pour des raisons que nous connaissons et que nous pouvons vous rappeler. Parce que je pense qu'il faut connaître l'histoire, sous peine de la revivre, comme disait l'autre. Hein. Donc je crois que ça, c'est un travail important à faire à l'école, mais pas seulement. Et concernant la fracture sociale, pour terminer, je ne crois pas non plus tellement à ça, parce que je pense que c'est un argument qui est largement surévalué par des intellectuels souvent qui tentent finalement de gommer la dimension problématique de l'islam tel qu'il se développe aujourd'hui. Hein, je pense à la formule d'Abdelwahab Medeb qui parlait de la maladie de l'islam hein, pour qualifier l'islamisme. Je pense que la réalité, c'est ça. La réalité, c'est qu'on a affaire à un islam qui est malade, un islam qui est malade de l'islamisme et que ça touche toutes les couches de la population musulmane. Je veux dire, ça ne touche pas que le pauvre gars qui vit dans une famille avec 8 enfants, qui tiennent les rues, qui tiennent les murs de la cité, etc. Ça, c'est la caricature à laquelle certains veulent nous faire croire, mais il faut bien reconnaître que si on prend par exemple le profil des terroristes du 11 septembre, la plupart d'entre eux étaient non seulement instruits, ils avaient fait des études universitaires, et ils étaient aussi intégrés, parce qu'on pourrait se dire, oui, ils étaient instruits, mais ils n'avaient pas trouvé de boulot parce que la société était raciste. Non, pas du tout. Ils avaient du boulot, ils étaient ingénieurs, ils bossaient, etc. Ça n'a pas empêché leur radicalisation. Donc je crois que le problème premier, c'est pas le socio-économique, c'est en fait le religieux, ou le politico-religieux que constitue l'islamisme. d'accord. Tu parles d'un point évidemment central, Nadia, qui est le question, ce qui peut faire ciment en Occident en tout cas, ce sont évidemment les valeurs que l'on porte, les valeurs qui font vivre le vivre ensemble, à savoir l'égalité et du coup aussi l'émancipation des femmes portant justement vers cette égalité, pas simplement en droit, mais aussi dans la pratique. Or, quelque part, quand on adhère
à l'islam, et comme toute religion d'ailleurs, elles sont quand même foncièrement patriarcales et misogynes, d'où quand même peut-être aussi le port du voile qui fait que la femme doit être quelque part invisibilisée, et c'est quand même un marqueur aussi dans la société par rapport effectivement à la place de la femme et de l'homme au sein d'une société musulmane patriarcale. Donc, est-ce que l'essentiel quelque part, c'est pas en termes justement d'intégration ou d'assimilation, de faire comprendre que l'islam a vocation quelque part à être vécu dans le quotidien précisément partout et pas simplement dans la sphère privée, contrairement aux catholiques qui dans un premier temps voulaient effectivement imposer aussi la religion à la société, et puis ont compris, parce qu'ils y ont été quelque part poussés, ils ont compris qu'ils devaient effectivement vivre de manière entre guillemets plus cachée, c'est-à-dire dans la sphère privée, et effectivement les revendications évidemment catholiques ne sont plus évidemment celles que l'on vit aujourd'hui avec l'islam. Donc est-ce que quelque part, en d'autres termes, la religion en tant que telle, islamique pour le coup, n'est pas par essence conquérante et ne veut pas effectivement du coup conquérir notre société, et que c'est un peu simpliste de dire finalement, bon, bah, vous avez certaines valeurs, mais vivez-les chez vous, en trouvez éventuellement, et vivez ensemble pour le reste du temps. On voit bien que ça ne marche pas, et que dans l'administration, justement, dans les piscines, dans la rue forcément, mais là c'est moins problématique, même si pour moi c'est quand même interpellant. On voit quand même que l'idée c'est que l'islam puisse prospérer dans la société partout et en tout lieu. Alors, c'est une question assez vaste de nouveau. Je pense, enfin, moi, je n'aime pas les discours essentialisants sur une religion, parce que je pense qu'une religion, c'est toujours ce que les croyants en font, et que dans tous les textes religieux, enfin, les textes fondamentaux des trois religions monothéistes en tout cas, on peut trouver des passages absolument épouvantables qui sont des incitations à l'inceste, au meurtre, à la persécution des mécréants, etc., etc., et des passages absolument magnifiques qui peuvent porter les croyants vers l'amour du prochain, même s'il n'est pas croyant, même s'il a une autre religion, etc. Donc je crois que c'est toujours ce que le croyant fait de la religion qui va le porter vers le meilleur ou vers le pire. Euh, donc, bon, évidemment, attends, là j'ai un peu un blanc, il faudra que tu coupes ce passage-là. Ouais, mais je veux dire, Nadia, quelque part, les athées, pour faire les choses du coup en contrepoint, et prendre la situation, je dirais, en terre d'islam, les athées n'ont quand même pas, je dirais, une vie très facile en terre d'islam. Donc, quelque part, ça montre quand même que l'islam, quand il est conquérant et quand effectivement il veut être une théocratie, finalement, est problématique pour le reste du monde. Oui, mais oui, ce que je veux dire, c'est que tu vois, je pense que ça revient à ce que je disais tout à l'heure par rapport au devoir d'un État démocratique, qui est d'élaborer des lois qui soient des lois de portée générale. En fait, je pense que ça n'est pas la question que nous devons nous poser. Je veux dire, la Mhm. question de savoir si l'islam est une religion de paix ou une religion de guerre, si c'est une religion qui permet facilement le vivre ensemble ou qui, au contraire, le freine considérablement. Ça ne nous regarde pas. On peut avoir son point de vue personnel, mais politiquement, c'est pas une question intéressante. Mhm. Politiquement, la question, c'est de dire, on se fout de savoir ce que, enfin, je vais être vulgaire et caricatural, mais je pense vraiment que c'est ça que l'État doit être, c'est on se fout de savoir en quoi vous croyez, ce que ça vous impose, et quelle est votre vision de la société. Simplement, sachez que en Belgique, dans notre État démocratique, idéalement qui a intégré le principe de séparation du politique et du religieux, ça, c'est la limite au-delà de laquelle vous ne pouvez pas aller. Alors, que ça contrevienne ou pas à votre vision de la religion, c'est plus notre problème. Et en fait, c'est ça que si on avait le courage de simplement dire ça, mais en fait, on serait sorti du problème, en fait. Hein. Mhm. Je veux dire, ça, pourquoi est-ce que nous prenons sur notre dos des problèmes qui sont des problèmes religieux? Pourquoi est-ce que nous considérons que ce sont nos problèmes? C'est pas nos problèmes, c'est le problème des religieux. Si des croyants estiment que, ils doivent prier 5 fois par jour et que du coup, ben, c'est compliqué de mener leurs études universitaires en même temps, ben, c'est à eux de régler ce problème. C'est à eux de voir si théologiquement il n'est pas possible de trouver une manière de, etc. C'est pas à l'université de s'adapter. Si des filles estiment qu'elles ne peuvent pas se montrer en petite tenue devant des hommes et que du coup ça va être problématique pour suivre des cours de gym ou des cours de natation ou pour partir en voyage scolaire, c'est pas le problème de l'école,
c'est le problème de ces gens-là et des parents qui doivent essayer de trouver des solutions, pas évidemment pour que leur fille ne participe pas aux activités, mais pour qu'elle puisse accepter la règle qui est la règle qui vaut pour tous. Enfin, je veux dire, je trouve ça absolument extrêmement inquiétant le fait que nous acceptions d'endosser toute la responsabilité des difficultés que certains croyants peuvent avoir à vivre selon les règles qui ne sont pas nos règles contre eux, mais qui sont des règles d'une société démocratique moderne. Euh, Mhm. Parce que ça pourrait nous mener très loin. Je dirais, ça commence à nous mener très loin. Je veux dire, le recours que les associations, enfin, que des associations islamiques ont annoncé vouloir déposer euh, au Conseil d'État, si je ne me trompe, contre les VRAS, c'est quand même un moment historiquement grave, hein, je veux dire, ce à quoi on assiste. On a des associations religieuses qui agissent en toute clarté en tant que telles, en tant qu'association religieuse, pour contester le programme de l'enseignement officiel. Et quoi, le coup suivant, ce sera quoi de dire qu'on ne veut plus enseigner la théorie de l'évolution parce que ça contrevient aux croyances de certains? Enfin, il y Ah a oui, là oui, un effondrement pour moi de quelque chose qui aurait dû être évident pour tout le monde, c'est-à-dire que la religion en tant que telle n'a pas à s'exprimer sur le contenu du programme des cours, quoi. tout Si à ça leur fait. pose problème, c'est leur problème. Et ça Tout à doit fait, mais, rester leur problème. tout Et à nous fait, mais devons avoir la capacité, la fermeté de dire, c'est votre problème. On est désolé pour vous que ça vous pose problème, on comprend bien que c'est pas facile, mais trouvez une solution. C'est à vous de trouver une solution, c'est pas à nous. c'est ça, tout à fait. Mais je trouve intéressant effectivement que tu prennes justement un petit peu de recul pour voir les choses, je dirais, en dehors des querelles religieuses quelque part et qu'effectivement le politique puisse, je dirais, mettre une limite entre le religieux et le politique et qu'il n'y ait pas d'amalgame entre les deux ni de territoire religieux conquis, je dirais, sur les questions d'ordre politique. Mais pour ce qui est du recours, je crois que c'est le recours plutôt à la Cour constitutionnelle et pas au Ah oui, c'est Conseil possible. d'État. Mais donc c'est vrai qu'il y a déjà eu un précédent, évidemment, on en parlait tout à l'heure avec l'école et règlement d'ordre intérieur dans la haute école et la question du port du voile. On a bien vu que la Cour constitutionnelle avait donné quand même raison à la ville de Bruxelles, mais qu'il y a quand même eu des manifestations et que le politique s'en est quand même mêlé pour finalement autoriser le port du voile. Donc on voit quand même que le combat ne s'arrête pas, je dirais, aux portes des tribunaux. Quand les tribunaux donnent raison, c'est très bien. Le politique, quelque part, n'ose pas prendre attitude, mais par contre, quand effectivement le judiciaire donne raison à une politique de neutralité, je dirais, stricte, à ce moment-là, les manifestations, évidemment, Oui, oui. islamistes continuent. Donc là, on voit bien qu'il y a une ligne de fracture et que s'il n'y a pas une limite qui est posée clairement, le religieux ne s'arrête pas, évidemment. Je voulais aborder maintenant, pas être trop long, mais je trouve que ce sont des sujets importants et donc on peut pas non plus les traiter d'une cuillère à peau. Je pense il faut y mettre de la nuance comme tu le fais, Nadia. Et je voulais également traiter l'autre aspect d'actualité, puisqu'effectivement c'était la question que je voulais aborder avec toi, et de voir justement quels étaient les liens entre ces différents thématiques et événements. Par rapport notamment ici à Lampedusa, donc la question évidemment de ce que certains ont appelé l'immigration massive et certains, dont évidemment Zemmour, qui a parlé du grand remplacement à la Renaud Camus, ou bien certains qui ont repris justement un petit peu la thèse de Raspail, je ne sais pas si tu la connais, qui a écrit un livre, Le Camp des Saints, et qui Ah oui, avait, oui, 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 entre guillemets, dit certains, prophétisé justement déjà oui, oui, oui. l'arrivée de migrants et les conséquences que ça pourrait avoir sur la société occidentale. Est-ce que tu vois la chose également comme quelque part un risque pour la société occidentale d'être submergée par une immigration de plus en plus, je dirais, prégnante, avec pour le coup une immigration, je dirais entre guillemets, qui est à caractéristique essentiellement musulmane, notamment subsaharienne. Donc, est-ce que tu vois là un risque pour de nouveau l'égalité homme-femme, sachant qu'il faut dire les choses clairement, ceux qui viennent évidemment de pays non occidentaux, quelque part, n'ont pas forcément la même vision de l'homme et de la femme et de l'égalité et de l'émancipation, même s'ils ne sont pas, entre guillemets, pris, chapeautés je dirais, des islamistes, il n'en reste quand même pas moins qu'ils viennent évidemment avec leur propre logiciel et leurs propres revendications aussi. Il va y avoir quelque part
une sorte de choc peut-être de civilisation. Je sais pas comment toi tu l'appellerais, et si tu es d'accord avec cette vision, ce risque, ce danger que l'on voit déjà en interne, est-ce qu'il est quelque part accru par le fait même qu'il y ait une immigration qui semble, je dirais, assez peu maîtrisable, hein. Il y a Frontex, etc., mais il y a des ONG qui quelque part viennent au secours des migrants qui font en sorte que la Libye est une passoire, la Tunisie, etc. aussi. Donc Frontex, Dublin, etc., ça reste quand même assez théorique parfois, et ça n'empêche pas évidemment l'immigration illégale. Donc comment toi tu vois cette arrivée de migrants? Ben, c'est compliqué. Je pense qu'il faut, je pense il faut repenser enfin, Dublin et les conditions de la migration. Ça me paraît évident parce qu'il n'est pas juste que les États qui sont aux frontières de l'Europe finalement aient à gérer toute cette problématique. Ça me paraît quand même une façon de se défausser de manière un petit peu, enfin, pas très correcte, je dirais, sur ces pays-là. Je pense aussi qu'il faut euh, enfin, le gros problème auquel on est confronté aujourd'hui, c'est la migration économique, en fait, hein. Je veux dire, on a aujourd'hui affaire à une foule de migrants qui viennent ici, non pas parce qu'ils sont persécutés ou menacés enfin, ce ne sont pas des candidats réfugiés politiques ou quoi que ce soit, ce sont vraiment des réfugiés économiques. Alors, je trouve que c'est un problème très compliqué Mm. parce que d'une part, évidemment, que on peut se dire, oui, mais enfin, bon, les gens fuient leur pays, enfin, s'ils fuient leur pays parce qu'ils n'ont pas envie de mourir de faim, c'est tout aussi légitime que s'ils fuient leur pays parce qu'ils sont militants pour les droits de l'homme et que de ce fait-là, ils sont persécutés par un dictateur. Enfin, je veux dire, évidemment que d'une certaine manière, il n'y a pas à hiérarchiser entre ces deux cas de figure. Euh, D'un autre côté, les migrants économiques ne sont évidemment pas, enfin évidemment, c'est peut-être aller un peu vite en besogne de dire qu'ils ne sont évidemment pas, mais ils ne sont probablement pas aussi sensibilisés à la question des droits humains que ceux qui sont précisément des opposants à des régimes dictatoriaux. Et donc, il y aura forcément un travail, me semble-t-il, plus ardu et plus nécessaire à mener auprès d'eux pour les sensibiliser au fait que l'Europe, c'est pas seulement un paradis économique, enfin, et encore, je pense pas que ce soit un paradis économique, euh, mais que c'est aussi un territoire avec des valeurs et une vision de ce que c'est que vivre ensemble. Et donc là, je me réjouis, il y a quand même de temps en temps des bonnes nouvelles, qu'il y a quelques années, les francophones aient enfin accepté d'imposer un parcours d'intégration aux migrants, parce que je pense que c'est essentiel. Et en même temps, ce qui m'inquiète, c'est justement cette sorte de relativisme culturel qui continue à faire son petit bonhomme de chemin. Je pensais dernièrement, j'avais écrit un article sur le fait que il y avait eu dans un centre d'accueil pour réfugiés, euh, je crois que c'était un candidat réfugié qui était homosexuel, si je me souviens bien, qui avait été tabassé par les autres. Et donc, du coup, l'annonce qui avait été faite donc par les pouvoirs publics, c'était de dire on va ouvrir un centre spécialement consacré à l'accueil des candidats réfugiés qui seraient LGBTQI. Je me dis, mais c'est quand même dingue, en fait. Parce que ça veut dire accepter la réalité qui est que, bah oui, parmi les réfugiés, certains, ou les candidats réfugiés, certains sont violemment homophobes, et donc, au lieu d'aller je veux dire, les engueuler, leur dire, écoutez, si c'est comme ça, vous prenez le premier avion et vous rentrez, il n'est pas question que sur notre territoire, des gens qui se réfugient chez nous pour avoir notre protection parce qu'ils sont victimes d'homophobie dans leur pays se retrouvent aux prises avec d'autres homophobes alors qu'ils sont censés être en sécurité. Au lieu de leur dire ça, on dit, c'est pas grave, on va les mettre ailleurs. Enfin, je comprends pas. Je me dis, mais quel message est-ce qu'on envoie en fait à ces candidats migrants? Pour moi, le message, il est clair. Le message, il est, on comprend que vous soyez homophobe, et c'est pas une homophobie qui se borne, je dirais, à penser que c'est pas normal d'être homosexuel, hein. C'est une homophobie qui va jusqu'à lyncher des gens dans une cellule, quoi. Donc, on part du principe que c'est normal, en fait, que c'est acceptable. Ça, je trouve que c'est très inquiétant. Ouais. Donc, je crois que je pense pas enfin, je ne crois pas au choc des civilisations au sens où je crois qu'il faut nuancer. Je pense que si choc il y a, le choc il a lieu à Bruxelles, de nouveau.
il n'a pas lieu à Arlon, ni à Virton, ni à Knock. Bon, donc à l'échelle de la Belgique, on ne peut pas dire qu'on a affaire à une menace, une invasion de migrants qui vont, à l'échelle nationale, venir menacer notre équilibre. Par contre, ce qui est vrai, c'est que dans certains quartiers, et en particulier à Bruxelles, euh, il y a là un véritable rééquilibrage, entre guillemets, enfin, ou un vrai changement de population qui pose question. Ça, je crois qu'il faut pouvoir s'emparer de ce problème-là, le nommer et dire, bon, ben, comment est-ce qu'on fait pour éviter effectivement ce qui est, je dirais, le plus grave danger qui nous guette, c'est en fait la montée de l'extrême droite. Parce qu'évidemment, quand des quartiers changent trop vite et trop fort, ça suscite le rejet. C'est évident. Et donc, si nous ne sommes pas lucides et fermes sur des principes démocratiques fondamentaux, en fait, ce dont nous faisons le jeu, c'est l'extrême droite, Hmm. qui elle aura de beau jeu de dire, oui, mais le problème, c'est la migration, le problème, c'est les étrangers, le problème, c'est l'islam, euh, et qui ne s'embarrasserait pas d'une réflexion subtile sur les conditions de possibilité d'un vivre ensemble. Oui, mais on voit déjà bien, il y a quand même Nadia aussi, on en a parlé évidemment, que la difficulté, c'est justement de freiner l'islamisation de la société belge, déjà par rapport évidemment à ceux qui sont intégrés en Belgique, qui vivent évidemment en Belgique. Donc quelque part, la difficulté ne serait quelque part qu'accrue évidemment par rapport à des primo-arrivants, quelque part, par rapport à des de nouveaux migrants qui arrivent et qui ont évidemment tout leur background de nouveaux, qui ont 20, 30, 40, 50 ans, voire plus, qui ont femme et enfants et qui arrivent effectivement en Europe. La crainte de certains, quelque part, pour le dire autrement, c'est que, quand je parle de grand remplacement, mais c'est peut-être plus, quelque part, c'est pas un remplacement d'une société par une autre, c'est plus une vision de la société qui diffère tellement de la nôtre qu'effectivement ça génère une sorte de choc et que la complémentarité n'est pas viable et donc du coup il y a un conflit un conflit interne c'est par rapport évidemment à ces personnes-là, éventuellement que ça peut se poser. Comment finalement imaginer une intégration ou une assimilation de ces personnes-là avec, je disais, ce que je voulais dire, c'est que pour certains, évidemment, c'est de se dire, bon, la société, elle est foncièrement judéo-chrétienne, et donc la peur, c'est la perte de nos valeurs qui ont été justement ce ciment qui remonte à loin, même s'il n'y a plus de christianisme vivant, je dirais, en Europe, en tout cas en Belgique et en France, il y a quand même une sorte de socle commun qui est la chrétienté. D'où la peur évidemment, mais pas que des extrêmes, la peur que cette chrétienté soit remplacée par des valeurs qui ne sont absolument pas consubstantielles pour le coup. Alors, de nouveau, beaucoup de choses. D'abord, moi, je suis pas très à l'aise avec le fait de parler du socle de notre société qui serait judéo-chrétien. Parce que je pense que c'est une manière de réduire en fait nos origines historiques et civilisationnelles, parce que moi je vois quand même une autre origine, un autre fondement, à mes yeux encore plus important, qui est la Grèce antique. Euh, je veux dire, la Grèce antique, pour moi, c'est ça le berceau de l'Europe. Alors après, effectivement, il y a eu le christianisme, mais il y a aussi eu la Renaissance, il y a aussi eu les Lumières, et donc notre histoire ne peut pas se limiter, je pense, à l'histoire d'une civilisation qui serait chrétienne et encore moins judéo-chrétienne. J'ai parfois l'impression qu'on ajoute le judéo pour faire plaisir, mais enfin, Hmm. je vois pas très bien en quoi le judaïsme nous aurait profondément marqué en tant que civilisation. Euh, je crois à bien des égards, ça reste une culture ou une religion qui nous est assez étrangère, en fait, le judaïsme. Euh, donc pour moi, ce serait vraiment plutôt l'Antiquité, d'une part, l'Antiquité grecque, le christianisme d'autre part, certainement, mais aussi tout le mouvement de mise à distance de cette religion chrétienne,
qu'elle soit catholique ou protestante, ou qu'elle soit catholique par les protestants. Hein, je veux dire ça aussi. Je veux dire, les protestants ont quand même joué un rôle assez essentiel dans le mouvement des Lumières, pour en arriver à la manière dont on considère aujourd'hui oui, le religieux et ses rapports avec le politique. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose que je voulais dire, c'était par rapport à l'islamisation, qui est un terme que j'aime pas beaucoup non plus, euh, parce qu'il donne l'impression finalement que le territoire dont on parle devient un vrai musulman, avec évidemment un côté aussi un petit peu voilà, les musulmans débarquent, enfin, il faut avoir peur, voilà, la menace islamique est présente. Alors évidemment, je ne nierai pas qu'il y a un danger évidemment, mais qui n'est pas lié à l'islam, qui est lié à l'islamisme, comme je l'avais déjà dit tout à l'heure. Euh, et moi, je pense qu'en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas seulement qu'il y a probablement plus de musulmans qu'il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. C'est aussi que l'islam qui a pignon sur rue, comme je l'ai déjà dit, c'est l'islam, c'est un islam politique, salafiste, frériste. Et c'est aussi et surtout que ceux qui n'adhèrent pas à cet islam-là se sentent marginalisés. Ça, je crois que c'est quelque chose de très important qu'il faut rappeler, c'est qu'en fait, malheureusement, les plus fondamentalistes, les moins démocrates, sont ceux qui se sont arrogés le droit de parler au nom de l'islam et qui sont même considérés parfois comme les interlocuteurs les plus valables par nos institutions médias en premier lieu. Hein, en premier lieu, je veux dire, bon, pensons à Tariq Ramadan, par exemple, hein, qui a fini par tomber, mais il n'est même pas tombé pour sa vision religieuse, il est tombé pour son comportement avec les femmes. Hein. Donc malheureusement, je veux dire, on n'a même pas eu l'occasion, je dirais, de déconstruire la vision religieuse du monde portée par un Tariq Ramadan. Même chose pour son alter ego en Belgique, Jacob Maï, qui a été pendant des années invité sur tous les plateaux télé comme étant vraiment le représentant de l'islam en Belgique, qui était professeur de religion islamique, qui est tombé lui aussi pour des affaires d'attouchement sur des élèves, en particulier sur certains mineurs d'âge. Enfin, tombé, il a quand même été replacé dans une autre école, hein, donc il n'est pas tout à fait tombé. Bref, mais enfin, on ne le voit plus sur les plateaux télé. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que moi, à l'époque, quand j'étais encore invitée par la radio publique, parce que maintenant, depuis quelques années, je ne suis plus du tout persona grata à la RTBF, on se demande bien pourquoi, mais quand j'étais encore invitée régulièrement sur les plateaux télé, j'étais systématiquement confrontée à un ou une musulmane qui était tenant d'un islam, je dirais, à tout le moins rigoriste. Hein. Je me souviens, il y a comme Maï, Isabelle Frel, Maï Rosdemir, etc. Donc, c'était soit des femmes voilées, soit des hommes qui n'étaient pas les plus progressistes. Et je disais toujours, mais mettez en face de ces gens-là, plutôt que de m'inviter moi, mettez quelqu'un qui est de culture musulmane, voire même musulman, mais qui est progressiste. Il y en a en Belgique. Ils existent, ces gens-là. Ils ne demandent qu'à pouvoir s'exprimer pour certains d'entre eux, mais en fait, ils n'intéressent pas les médias. Je veux dire, et ça, c'est dramatique. Là, on a une responsabilité, à mon sens, vraiment colossale. Il a fallu que se constitue, il y a quelques années, autour de Jamila Benhabib, le collectif Laïcité Yala, pour qu'on commence à entendre les voix de gens qui sont issus de la culture musulmane, qui pour certains se définissent encore comme musulmans, mais qui, dans l'immense majorité des cas, ne sont pas voilés, ne sont pas du tout, enfin, qui sont très critiques par rapport à ce que symbolise le voile, et qui, d'une manière générale, sont des laïcs. Ce sont des gens qui disent il faut maintenir, il faut même, je dirais, consolider la séparation entre le politique et le religieux. Donc, ces gens-là, en fait, c'est un peu comme s'ils étaient considérés comme trop semblables à nous. Et donc là, je reviens à ce que je disais sur l'exotisme. Hein. Je veux dire, je crois que parfois, on cherche l'exotisme, on se dit, on va aller chercher un bien musulman. Mais en fait, qu'est-ce que ça a comme conséquence? Ça a comme conséquence qu'en fait, on valide ces discours-là et on considère que c'est ça l'islam normal. Alors, ceci dit, on n'est pas les seuls à avoir fait ça. Hein. Je veux dire, ça ne dépendait pas que de nous. Euh, mais mais il y a aujourd'hui, je pense,
beaucoup de musulmans et de musulmanes, enfin je fais plus que le penser, j'en suis sûre, qui vivent leur islam en Belgique d'une manière différente de ce qui est propagé comme étant la voie théologiquement acceptable, qui prennent des limites, qui prient pas 5 fois par jour, qui boivent de temps en temps un verre d'alcool, parfois même qui mangent un petit morceau de porc de temps en temps, ou pas, et je dis pas que ça doit être la norme, hein, mais je veux dire simplement des gens qui sont beaucoup plus souples et qui ne demandent certainement pas à ce que la société tout entière s'adapte à leurs convictions parce qu'ils les portent dans l'intimité de leur foi. Mais ces gens-là, on ne leur donne pas la parole et parfois ils rasent les murs aussi. Mhm. Il faut le reconnaître aussi, ils rasent les murs, ils n'osent pas s'exprimer. Je me souviens d'une amie qui était de culture musulmane et qui me disait quand je veux aller acheter un verre enfin une bouteille de vin, je vais pas dans mon quartier. Je l'achète sur le chemin du retour du travail parce que c'est impossible pour moi d'entrer dans un grand magasin où tout le monde me connaît, où la caissière me connaît, etc. et d'arriver avec ma bouteille de vin. Ne parlons même pas du rôti de porc. Euh, et donc c'est ça la réalité. Et ça, je ne sais pas comment faire, mais il faudrait pouvoir inverser la tendance. Il faudrait pouvoir faire en sorte que ces gens-là deviennent la norme et que Mhm. ce soit les autres qui soient ostracisés comme étant les extrémistes, les infréquentables, ceux qui sont un peu, je veux dire, comme il se passe aujourd'hui dans l'Église catholique, hein, je veux dire, enfin, peut-être pas dans les structures de l'Église catholique, mais je veux dire, quand on pense par exemple à la fraternité Saint-Pie X ou à Civitas, ben, ce sont des gens qui sont marginalisés. Je veux dire, dans le discours officiel sur ce que c'est que le catholicisme aujourd'hui, Mhm. tout le monde, je crois, est au clair sur le, enfin, j'ai l'impression, hein, que ces gens-là, c'est des intégristes, quoi. Donc, c'est des infréquentables, on les laisse vivre, ils racontent leurs conneries, enfin, quoique en France, ils viennent d'être quand même fameusement sanctionnés, mais, C'est ça. mais tout le monde est d'accord pour identifier qui sont les démocrates avec qui il y a moyen de faire un bout de chemin et qui sont les infréquentables. Mais si on pouvait avoir la même chose avec l'islam, ce serait quand même pas mal. Mais on Tout à n'en fait. est pas. Tout à fait. Mais comme tu dis, en fait, Nadia, c'est surtout ce que l'on pointe ici du doigt, évidemment, à travers notre échange, c'est la minorité agissante. Ce n'est pas évidemment la majorité des musulmans qui pose problème, c'est évident. Comme c'est pas la majorité des catholiques qui pose problème dans nos sociétés occidentales, mais c'est évidemment toujours une minorité qui a du mal finalement à partager les valeurs communes qui font justement vivre ensemble et société. Mais comme tu le dis aussi, quelque part, c'est toujours un peu troublant. Moi-même, je suis toujours un petit peu étonné par rapport à certains médias qui, quelque part, ne nomment pas les réalités pour ce qu'elles sont, n'osent pas, ou par complaisance, ou par aveuglement. C'est vrai que c'est assez étonnant, en fait, quand on voit des faits divers reliés. Souvent, il n'y a aucun esprit critique, il n'y a aucun recul. Et du coup, on a l'impression que la première victime, c'est toujours effectivement la musulmane ou le musulman, et que finalement, il n'y a pas de décryptage de la réalité, il n'y a pas un peu d'auteur, comme quelque part, je souhaite cette même auteur à travers notre échange. Toi qui évidemment été, tu l'as dit, invité dans pas mal de médias, c'est pas forcément évident d'avoir la liberté de parole et du coup d'être invité dans certains médias. Comment, quelque part de nouveau, c'est vrai que j'ai envie de dire quelque part entre guillemets, c'est un peu les idiots utiles qui font partie du problème et pas de la solution. Mais comment tu expliques que des médias qui font partie d'une société démocratique ne parviennent pas à avoir quelque part un décryptage comme on peut l'avoir, simplement en toute honnêteté, et ça fait partie du débat justement de société. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'arrive pas à trancher de manière très générale entre naïveté et complaisance ou une forme d'électoralisme, même s'il s'agissait des médias, c'est pas, le terme n'est pas approprié, mais enfin, Mhm. peut-être une façon de se dire, voilà, on va servir à l'auditeur, au téléspectateur, le discours qu'on croit qu'il a envie d'entendre. Je ne sais pas en fait. Je n'arrive pas à comprendre parce que je pense que c'est pourtant le rôle fondamental des médias de nous aider à décrypter et donc de nuancer et donc d'être capable de repartir parfois
de certaines prises de parole, prises de position qui peuvent être excessives, euh, pour dire, bah tiens, voilà, par exemple, certains parlent de grands remplacements, certains parlent d'islamisation. Qu'en est-il vraiment? Mais oui, Et exactement. voilà, et mettre les chiffres sur la table et faire des enquêtes de terrain et donner la parole aux uns et aux autres et essayer d'apporter quelque chose qui soit quelque chose de nuancé, euh, qui ne soit pas simplement mais quels imbéciles qui parlent d'eux, ou ça c'est des fachos, c'est l'extrême droite, on écarte, on ne voit pas, on n'en tient pas compte et on n'en parle pas. Je crois que c'est la pire chose qu'on puisse faire pour la démocratie, hein. Et ceci dit, il y a des émissions qui le font, mais rarement sur ces sujets-là. Je trouve que c'est plutôt d'autres sujets où on prend oui, ce temps d'une approche nuancée, enfin, je sais pas, sur le dérèglement climatique, par exemple, on va trouver des émissions qui essayent de se dire, tiens, mais voilà, au fond, dans quelle mesure est-ce que l'être humain est responsable ou pas? Enfin, voilà, Oui, il y en a besoin de ça, je pense, parce oui, qu'on n'est non, pas des clairement. spécialistes, on comprend pas. Je veux dire, à l'époque de la crise Covid, on a eu aussi notre lot d'intervenants qui venaient apporter leur éclairage de spécialistes. Mais sur cette question-là, je trouve que ça manque vraiment énormément. Ben oui, on est tout à fait d'accord. Y Oui, voir oui. clair n'est pas évident et quand on se pose effectivement des questions qu'on a envie de comprendre, qu'on a une raison raisonnante, j'ai envie de dire, du coup, on a envie de se dire, mais vers qui me tourner, vers quel média pour essayer d'avoir quelque chose qui ne soit pas, j'ai envie de dire, d'ordre idéologique, où finalement on défend sa chapelle et sans entendre finalement d'où parle la personne. Je trouve que c'est toujours un peu intéressant de savoir, mais quelle est sa vision de la société, au-delà de ce qu'elle de ce qu'elle dit, de ce qu'elle veut bien dire, quel est son logiciel à elle, pour essayer un petit peu de comprendre s'il y a quelque chose d'objectif, de nuancé, ou si de nouveau c'est purement idéologique, auquel cas évidemment il faut aussi s'en méfier. Je ne sais pas si Nadia, tu as le sentiment qu'on a un petit peu brossé ce que Oui, nous voulions oui, oui, brosser. oui, Oui, oui. d'accord. Alors peut-être une dernière chose, Nadia, si tu veux bien, peut-être parce que c'est important au niveau du décryptage justement. Est-ce que tu aurais éventuellement un livre à nous conseiller qui pourrait aider ceux qui nous écouteront à y voir un peu plus clair justement dans cette nébuleuse? Un livre. Ou une émission ou quelque chose qui peut nous éclairer indépendamment de notre échange? Ben, alors, c'est pas un livre qui peut nous éclairer peut-être ou très marginalement, mais j'ai envie de faire un peu de publicité pour un livre que j'ai beaucoup Vas-y. aimé, que j'ai contribué à faire advenir. Alors, qui s'appelle Intranquille. Alors, je crois que je l'ai. Oui, voilà, voilà. C'est ce livre-ci, Oui, là donc on le voit Le bien. choix laïque du nain tranquille, Ouais. écrit par Fida, que je vais préfacer. Donc il y a une petite histoire, parce qu'en fait, donc Fida est une dame qui m'a contactée un jour pour me demander de l'aide, en fait, des conseils, parce qu'elle avait écrit un manuscrit et elle cherchait à le faire publier. Et donc, elle m'a envoyé son manuscrit. J'ai eu le coup de foudre. Je l'ai trouvé d'une puissance absolument incroyable. Et donc, je l'ai aidé à le publier dans la collection des Balaïques, dans laquelle j'avais moi-même déjà eu l'occasion de publier un livre. Et c'est un livre, en fait, qui est ceci d'intéressant, qu'il est écrit par une franco-libanaise, qui est au départ une fille qui a grandi au Liban, dans un Liban, je dirais, farouchement antisémite, donc qui a vraiment grandi dans un milieu très antisémite et très musulman. Euh, et qui est arrivée en France et qui est tombée amoureuse de la France et de la République et de la laïcité, qui a fini par comprendre que l'antisémitisme dont elle avait été biberonnée était sans doute un peu une erreur, enfin oui, une erreur monumentale évidemment. Et alors à ça se greffe aussi l'histoire, le fait que FIDA a accueilli à l'époque du Covid un demandeur d'asile issu de je ne sais plus quel pays musulman, et que donc elle a été confrontée aussi à cette difficulté de faire advenir justement les valeurs républicaines et la citoyenneté chez un jeune migrant euh, très musulman, très traditionnaliste.
à l'époque du Covid, c'est-à-dire en étant 24 heures sur 24 avec lui parce qu'il n'y avait plus l'école. Et donc son livre est vraiment extrêmement intéressant. Il est écrit avec plein d'humour, plein de sensibilité. Il est très humaniste, mais il n'est pas naïf pour un sou. Je crois qu'elle pose bien les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Et donc voilà, je ne peux que vous inviter à le lire. Et en plus, il est très agréable. Donc, c'est pas un essai rébarbatif. C'est vraiment un chouette, chouette, chouette livre. Ok, bah écoute, super d'avoir fait la publicité pour ce super livre alors. Et je ferai la publicité également pour le tien, du coup, Nadia, puisque tu ne le feras pas, par humilité peut-être, mais donc sur effectivement ton livre, le wokisme, qui va sortir d'ici 2 semaines, je pense. Non, Donc non, 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 j'imagine. non, 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 il ne sort qu'en janvier. Donc Ah, qu'en voilà, janvier, c'est pour oui. ça que je pensais pas en parler parce que c'est pas D'accord. Mais enfin trop. bon, il est dans les starting blocks quand même, et Ah oui, et puis c'est c'est quand même, prêt, il c'est est quand même tout imminent. chaud, il Donc n'attend qu'une chose. on aura encore l'occasion du coup de t'entendre débattre sur les questions de laïcité et de wokisme, et tout se tient. Et donc, il me reste en tout cas de te remercier, Nadia, pour cet échange sans langue de bouillie et puis nuancé, d'où aussi l'importance pour moi de te laisser le temps de parole. Je te remercie vivement. Merci à toi de m'avoir laissé ce temps de parole. Avec grand plaisir. Au revoir. Au revoir.